L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents, amis, victimes du 28 septembre 2009, AVIPA, M. François Loussénifal, vous avez le choix. Je vais commencer à arrêter, je verrai après. Ok. Ajustez les micros, s'il vous plaît. Voilà. La partie civile pour la suite des questions. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous savez que toute la hiérarchie militaire à l'époque était membre du CNDD? Oui. Est-ce que vous savez que tous les membres du gouvernement étaient membres du CNDD à l'époque? Certains étaient membres du CNDD, d'autres étaient membres du gouvernement. D'accord. Excusez-moi. Alors, étant donné que le massacre s'est poursuivi durant toute la journée du 28 septembre, des domiciles privés de certains leaders politiques ont été pillés, des véhicules ont été endommagés, d'autres volés, des domiciles privés de certains citoyens, des boutiques et des magasins de certains particuliers ont été vandalisés, les marchandises emportées. Le massacre ne s'est pas stoppé. Il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement, aucune réaction de la part du CNDD. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une complicité des membres du gouvernement et des membres du CNDD? Je pense que nous avons discuté de cette question, mais il est évident qu'en situation normale, quand il y a de tels événements dans un pays, il est de la responsabilité d'un gouvernement responsable de faire une déclaration pour condamner les actes qui se sont passés, engager des poursuites contre ceux qui ont
commis ces fautes ou ces crimes et que la justice soit rendue. Donc il y a eu un déni de responsabilité, je dirais. Merci. La dernière fois, vous avez déclaré ici, si je vois Toumba, je vois le capitaine Moussa Dadis Camara derrière, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'était l'impression que nous avions. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara était derrière le stade du 28 septembre ce jour, selon les renseignements fournis par l'agent secret angolais Charles Loumou? Je pense que cette question a été posée ici et je laisse cela à la bonne attention du tribunal. D'accord. Il est incontestable que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a créé la commission nationale d'enquête indépendante, oui ou non? Oui. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas comparu devant cette commission pour donner sa part de vérité? C'est ce que j'ai appris. Est-ce que cela ne veut pas dire que la création de cette commission et la demande de l'envoi d'une commission d'enquête internationale était du pur formalisme pour lui, pour se dédouaner? Pour nous, en tout cas, membres des forces vives, nous n'avons pas reconnu, pour ma part, la crédibilité de cette commission nationale. Je l'ai déjà signalé, je l'ai dit au tribunal. Voilà. Est-ce que cette commission pouvait être indépendante et impartiale en raison de la terreur que les membres du CNDD faisaient régner sur la population? J'ai donné beaucoup d'explications sur cette question et je le redis encore une fois, nous n'avions pas du tout confiance à cette commission nationale. Est-ce que vous savez que cette commission d'enquête nationale, dans ses conclusions, n'avait incriminé que le commandant Toumba Diakité et ses éléments pour le massacre du 28 septembre? Je pense que cette commission nationale a incriminé Toumba, oui, mais cette commission nationale visait aussi à incriminer les leaders des forces vives. Et nous le savions, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que cette commission n'était pas impartiale. Est-ce que ce n'était pas une façon de faire obstruction à la justice quand on sait que le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Pivi, Claude Pivi, le colonel Moussa Tcheboro Camara et d'autres qui sont dans le box des accusés ici ne faisaient pas partie des éléments de Toumba? Oui, tout à fait. Ce n'était pas du tout une bonne commission qui pouvait faire justice. Nous le savions. Merci. Alors, je reviens sur Marcel. C'est vrai que tous les accusés ici bénéficient de la présomption d'innocence. Mais vous, en tant que victime de coups et blessures, vous qui avez reçu des coups de la part de Marcel Guilavogui et qui avez été victime d'une menace de mort avec tous les autres leaders politiques, est-ce que vous pouvez qualifier Marcel Guilavogui d'innocent dans cette affaire? Il appartient au tribunal, à la fin de ce procès, de situer toutes les responsabilités. Nous avons donné pour notre part, nous avons dit au tribunal ce que nous savions de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Est-ce que vous savez que M. Sidi Touré a confirmé tous vos propos ici en accusant M. Marcel Guilavogui de l'avoir asséné des coups à la pelouse dans le véhicule de M. Toumba, et il a confirmé également la menace de mort par rapport à l'explosion de la grenade qu'il avait voulu? Je pense que cela est constant, aussi bien dans mes propos que dans ceux de Sidi Touré. D'accord. Alors vous avez écrit un livre relativement au massacre du 28 septembre,
Est-ce que vous savez que le ministre Moustapha Koutoubou Sano avait également écrit un livre sur le CNDD, la transition et lui? Dans ce livre, il a retracé l'histoire du 28 septembre. Oui, je le sais. D'accord. Est-ce que vous savez que le Premier ministre Komara avait demandé au ministre Moustapha Koutoubou Sano de réunir tous les leaders religieux pour se rendre au camp afin de plaider le sort de tous les leaders politiques auprès du capitaine Moussa Dadis Camara? Je l'ai appris. Vous l'avez appris? Oui. Avec la permission du tribunal, je vais lire un certain nombre de passages. C'était à 23h, le 28 septembre 2009, lorsque M. Moustapha Koutoubou Sano et les leaders se sont retrouvés au camp. Il déclare: le chef de la ZANT, qui me voyait rarement au camp, m'accordait un traitement spécial chaque fois que je venais le voir au camp. Il m'accueillit dès qu'il fut informé de ma présence dans son salon d'accueil. Ayant su que j'étais venu accompagner les religieux, il accepta la doléance et nous reçut dans son bureau. Alors, est-ce que vous savez l'état dans lequel ils ont trouvé le président Moussa Dadis Camara? Non, je ne peux pas l'imaginer. Voilà. Il décrit l'état dans lequel ils l'ont trouvé. La fatigue, l'angoisse, la déception et le chagrin se lisaient sur son visage. Il était visiblement perturbé, confus, inquiet et très bouleversé par les événements qui venaient de se produire. Alors, lorsque M. Sano déclare que le président était visiblement perturbé et inquiet, est-ce que cela ne démontre pas un sentiment de culpabilité pour vous en tant que juriste? Il est loisible de comprendre cet état d'âme, parce que déjà, je suis certain qu'au moment où M. Moustapha Sano allait le voir, toutes les radios du monde avaient déjà annoncé le résultat macabre de cette journée. Toutes les radios du monde. Et on savait qu'il y avait eu beaucoup de morts au stade, qu'il y avait eu des viols et qu'il y avait eu des violations graves. Ce n'était pas caché. Nous-mêmes, quand nous étions à la clinique à ce moment-là, nous savions que le monde entier était au courant du désastre qui venait de se dérouler. Donc je comprends son état d'âme. D'accord. En posant ces doléances, M. Moustapha Koutoubou Sano déclare: je lui fis part de leurs doléances consistant à accepter de faire libérer tous ceux qui sont détenus, en particulier les leaders politiques détenus à la clinique Pasteur, tout en regrettant les nombreux cas de morts et de blessés. Je lui dis, citation: Monsieur le Président, vu qu'il y a eu des morts et des blessés très graves, nous pensons en tant que religieux qu'aucune justification ou raison ne peut être acceptée devant une telle situation grave. Monsieur le Président, les chefs religieux, soucieux de la paix et de la quiétude sociale, et vu la valeur sacrée de la vie humaine, ainsi que les séquelles sociales et les effets graves de l'arrestation des leaders politiques dans les conditions que l'on sait, tous les religieux de la Guinée font le devoir de vous demander de bien vouloir faire libérer tous les détenus. Est-ce que vous savez la réponse qu'il a donnée? Non. Il déclare, après avoir résumé le message des chefs religieux: le président semblait être très affecté et très déprimé. Il était pensif, inquiet, troublé, abattu et perplexe. Il releva la tête et remercia une fois encore les chefs religieux pour leur démarche et leur courage.
est-ce que quand il dit que le chef de l'État était pensif, inquiet, troublé, abattu et perplexe, cela ne veut pas dire qu'il avait un sentiment de culpabilité aussi, en tant que juriste? Il y a de quoi que, en ce moment-là, il ait ce sentiment, parce qu'il avait eu déjà vent de ce qui s'était passé au stade, et ce qui venait de se passer au stade était suffisamment grave. D'accord. D'habitude, quand on vient vers quelqu'un qui vient de commettre une infraction, sa réaction spontanée peut faire comprendre à l'enquêteur ou à l'opinion qu'effectivement, il est coupable. C'est notamment lorsqu'il se justifie, ce n'est pas moi qui ai fait, ce n'est pas moi qui ai ordonné de le faire, ce n'est pas moi qui ai cautionné. Monsieur le Président, oui ou non? Mais je ne voudrais vraiment pas commenter ce passage, ça c'était entre Koutoubou et le président du CNDD. D'accord. Alors, le président a donné une réponse suite aux doléances posées par les chefs religieux et monsieur le ministre. Il dit: je vous tiens à témoin, je n'ai jamais tué quelqu'un et je n'ai autorisé personne à tuer quelqu'un à mon nom. J'ai tout fait hier avec ces leaders politiques pour éviter cet incident. Je les ai appelés et leur ai demandé de surseoir à leur manifestation. Alors, je voudrais savoir si dans la journée du 27 septembre, vous, les forces vives, vous aviez eu une réunion avec le chef de l'État pour vous dissuader d'organiser cette manifestation. Non, nous n'avons eu aucune réunion avec lui. Et comme on l'a dit la semaine dernière, on avait introduit une requête pour pouvoir le rencontrer. On n'a pas eu de réponse. Le 27 septembre, nous étions d'ailleurs en réunion de préparation du meeting, mais on n'a eu aucun contact avec le CNDD. D'accord. À part l'appel que Sidi a reçu tardivement dans la nuit du 27 au 28. Est-ce que le président Sidia représentait tous les leaders politiques pour échanger et négocier avec le chef de l'État? Est-ce qu'il avait reçu le mandat? Non, nous avions un seul porte-parole qui était notre regretté Jean-Marie Doré. Sidia Touré était un membre des forces vives comme nous autres. Il ne pouvait pas prendre de décision. Donc l'appel effectué à l'endroit du président Sidia Touré ne peut pas être interprété comme étant un appel effectué à l'endroit des forces vives? Non, pas du tout, parce que le matin, nous avons rencontré, avant d'aller au stade, nous étions sur Jean-Marie Doré. Et Jean-Marie, qui était notre porte-parole, aurait dû être celui-là qui aurait été contacté, mais à aucun moment, il nous a dit qu'il a échangé avec le président du CNDD. Donc, c'était uniquement avec Sidia Touré. Merci. Il continue, le chef de l'État. J'ai passé toute la nuit en les suppliant et en leur demandant d'annuler leur manifestation. En vain. Ce sont eux qui sont responsables de ce qui est arrivé. Je suis désolé. Ces leaders veulent brûler ce pays. Ils n'aiment pas la Guinée. Ils sont tous à la base de ce problème. Fin des citations. Est-ce que cette réaction est celle d'un chef de l'État qui est soucieux de connaître la lumière sur le massacre qui a été perpétré au stade du 28 septembre ce jour? Nous avions compris que c'est ce genre de discours qui orientait la commission nationale qui avait été mise en place et qu'à la fin de leurs travaux, ils n'auraient pas hésité à incriminer les responsables des forces vives comme étant les responsables des massacres survenus au stade du 20 septembre, transformer donc les victimes en bourreaux. Nous l'avions compris. D'accord. Alors, par rapport à la doléance pour votre libération, voici la suite qu'il a donnée.
Le ministre déclare quelque temps après, il releva la tête et me dit, Monsieur le ministre, veuillez dire à nos chefs religieux que j'accepte leur doléance et que je vais faire libérer les leaders. Est-ce que cela ne confirme pas que vous étiez en état d'arrestation, tous? Venant du ministre Moustapha Sano, il est facilement indiqué que nous étions bel et bien détenus. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont plaidé pour notre libération. Je l'ai dit la semaine dernière, que nous nous considérions comme en état d'arrestation. Et cela le confirme aisément. D'accord. Le président continue, donc, monsieur le ministre, je vais appeler le premier ministre et lui demander de partir avec vous pour libérer les leaders politiques immédiatement. Le chef de la junte demanda à un commandant qui était assis à mes côtés d'aller avec nous pour libérer tous les leaders. Alors, la dernière fois, vous avez dit que les religieux étaient accompagnés d'un commandant. C'était qui? Non, il n'y avait pas le commandant, il y avait le colonel Keboro qui était avec eux. Est-ce qu'à l'époque, il avait le grade de colonel? Vous savez, je l'ai dit au cours des premiers jours, qu'il y avait eu une valse de nomination dans l'armée guinéenne dans la période de CNDD, et je ne peux pas me rappeler des grades des gens qui sortaient de lieutenant à colonel en un tour de main. Il y avait une inflation de colonel, de commandant, je ne savais plus qui avec tel grade. Celui qu'on appelait lieutenant pouvait se retrouver colonel le lendemain. Cela s'est passé ici. Mais vous confirmez que c'est le seul officier supérieur qui les accompagnait? Oui. Donc c'est le commandant Tchébol. Est-ce que vous savez la réponse qu'il a donnée à monsieur le ministre? Non. Voilà. Il dit, monsieur le ministre, c'est le commandant qui parle. Monsieur le ministre, et si on faisait ça demain matin, parce qu'il fait tard maintenant? Le ministre lui répond, mon commandant, monsieur le président de la République vient de donner sa clémence. On doit l'exécuter immédiatement. Il n'y a pas lieu de reporter cela pour une autre date, s'il vous plaît, mon commandant. Le chef de la junte avait suivi ma discussion avec le commandant. Il cria sur ce dernier en lui demandant de nous accompagner à la clinique Pasteur immédiatement. Il était environ 2 heures du matin quand nous arrivâmes à la clinique. Et dès notre arrivée, avec le premier ministre Komara en compagnie du commandant, les premiers ministres Sidi Touré, Lounse Nifal se mirent à crier sur le commandant en disant que ce qui s'était passé était un crime contre l'humanité qui sera payé cher par les auteurs. Alors, il y a deux questions qui doivent ressortir de cette lecture. Premièrement, est-ce que vous savez que ce commandant n'avait pas l'intention de vous faire libérer cette nuit-là? Oui, apparemment, c'était exactement cela, à la lecture de ce que vous venez de nous donner. Est-ce que vous savez que la nuit, il pouvait convaincre le chef de l'État de renoncer à cette décision de vous libérer? Oui, je le crois. Est-ce que vous savez que les propos du ministre Sano viennent confirmer vos déclarations ici, que vous aviez effectivement réagi en disant que les crimes qui ont été commis là-bas sont des crimes contre l'humanité et que les auteurs vont payer cher? Je n'avais aucun doute ce jour-là. J'ai réagi à deux choses. C'est quand on m'a parlé de clémence du président du CNDD pour me laisser partir. C'est la raison pour laquelle je me suis révolté, parce que je n'ai pas accepté qu'on nous parle de clémence à cette heure. Je pensais que ce qui venait de se passer était effectivement un crime contre l'humanité et je le lui ai dit. Et le Premier ministre était présent, le grand imam était présent, Monseigneur Gomez était présent. Et je lui ai dit qu'il y avait un crime qui avait été commis, un crime contre l'humanité, et je savais ce que je disais à ce moment-là. Monsieur le Premier ministre, je pense que tout ce que vous avez dit ici est la vérité. Je vous respecte et je vous remercie. Je remercie.
fini, hein? Vous n'aviez pas posé de question la dernière fois? Non. Non, Monsieur le Président. Allez-y alors. Oui. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lunsen Fall, pour votre brillante explication. Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions à vous poser. La première question est la suivante. À la lecture d'une partie du rapport de la Commission internationale par les conseils de M. Moussa Dadis, ils ont attribué des propos, et c'est bien mentionné dans le rapport, hein, que les enquêteurs ont entendu M. le colonel Tchegoro. Il a dit dans sa déclaration que des éléments étrangers, sierra-léonais et autres, étaient infiltrés au stade. Donc, son bureau, à lui, son service, avait arrêté ceci. Je vous rappelle que c'est la déclaration de M. Tchegoro. Ceci étant, est-ce que vous comprenez en ce moment que les éléments étrangers qui ont été arrêtés par les services de M. Tchegoro n'ont pas été traduits devant la justice? Comment vous expliquez cela? Vous savez, durant ce procès, on a beaucoup parlé de l'infiltration. Et il a été clairement dit ici que des éléments de Kalia ont été infiltrés au stade et ont commis des crimes. D'autres victimes l'ont attesté. Si les membres du CNDD disent qu'ils ont arrêté des éléments extérieurs ce jour-là, ils auraient dû les traduire devant la justice, parce qu'il s'agissait d'une question politique, de parti politique, et non d'éléments extérieurs armés qui se mêlent à la foule pour commettre des crimes. Mais pour notre part, je pense que cette explication ne tient pas la route. Nous n'avions aucun intérêt à avoir des éléments extérieurs dans nos rangs. Nous étions suffisamment nombreux pour pouvoir atteindre notre objectif. C'était ça la réalité. Donc, cela veut dire le fait pour lui de ne pas déférer ces mercenaires recrutés, selon lui, par les leaders politiques, le fait de ne pas les déférer devant la justice guinéenne, ça prouve à suffisance que c'est un montage. C'est même très grave, parce que si jamais ils ont arrêté des éléments extérieurs armés, ils auraient dû les présenter à l'opinion nationale et les traduire en justice. C'était leur responsabilité, parce que le CNDD était censé faire face à des hommes politiques et non à des éléments extérieurs armés. Mais je pense que cette explication ne tient pas la route, parce que nous connaissons la réalité. Je vous remercie pour cette question. Je vous informe que la justice guinéenne n'a jamais connu ce dossier. Personne n'a été déféré. La deuxième question, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous savez que vous êtes une personnalité nationale, internationale, connue de tous. Vos propos ne peuvent pas être assimilés aux propos des autres. Ce que vous dites, c'est pris au sérieux. Vous avez dit dans cette salle, ici, à plusieurs reprises, en répondant aux questions des avocats de la défense, précisément les avocats de M. Moussa Dadis, que vous ne rentrez pas dans les détails de certaines choses dans l'intérêt de leurs clients. Vous savez, aujourd'hui, nous ne devons plus cacher certaines choses devant ce tribunal. Sauf si ces propos, la réponse que vous allez donner, peut affecter la sensibilité nationale, peut
peut entraîner des choses que nous ne souhaitons pas. Parce que nous-mêmes, même dans les PV que nous avons, il y a ces propos qui ont été tenus par les victimes. En homme conscient, on ne peut pas les lire ici. Mais, ça, c'est votre image, Monsieur le Président, parce qu'on a dit que vous avez fait un complot. Que l'affaire de Stade était un complot. C'est à cause de ça, le procès d'Alpha Condé a refusé d'organiser le procès. Mais vous, vous étiez ministre, le tout-puissant ministre des Affaires étrangères. Donc vous étiez dans les secrets de l'État. Mais si vous dites que vous ne dites pas ça dans l'intérêt de leurs clients, je crois que vous n'avez pas à protéger l'intérêt de M. Moussa Dadis ici aujourd'hui. Vous devez dire au peuple de Guinée ce que vous savez. La question maintenant. C'est la question. J'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Non, je n'ai pas intérêt à cacher quelque chose ici. Je suis devant une juridiction, je suis un justiciable. Ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas de volonté politique de la part du président de la République d'alors d'organiser un procès. Lui, il savait pourquoi il n'avait pas cette volonté. Et j'ai évité un déballage devant ce tribunal. Et le déballage va nous amener en dehors du procès. Mais ce que je peux dire, c'est que malgré tous nos efforts, pendant 13 années, nous n'avons senti à aucun moment que la tête de l'État était disposée à organiser ce procès. Lui, il avait ses raisons, j'en suis certain. Qui était différent de votre participation au complot. Parce que la raison que l'autre partie donne, que vous n'avez pas organisé le procès parce que vous étiez impliqué dans un complot le jour des événements du 28 septembre. C'est ça leur raisonnement. Vous savez, cette histoire de complot, c'est une histoire à dormir debout, mais je laisse la responsabilité du complot à ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal. Mais pour moi, ma position sur ce complot, elle est très claire et je l'ai déjà affirmée devant ce tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Partie civile n'a plus de questions. Oui. Vous aviez posé des questions. Un autre. Non, je n'ai pas posé. Si. Ah. La semaine passée, vous n'avez pas posé de questions au Oui, monsieur Président, je Fall. n'ai pas posé. Peut-être on m'a confondu avec... La un semaine autre. passée, Ok. Monsieur le Président, j'ai quelques questions à poser à monsieur... vous n'aviez pas posé de questions la semaine passée. Ah, je n'ai pas posé. C'est pourquoi je reprends le micro pour poser. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'ai quelques questions à vous poser. Dès après le massacre, les gouvernements successifs ont jugé nécessaire de faire une restructuration des forces de défense et de sécurité. Vous pensez que cette restructuration était nécessaire? Oui, c'était plus que nécessaire. Et tout le monde le sait, que l'armée guinéenne était une bande de soldats qui n'étaient pas sous contrôle. Et on savait ce que l'armée était devenue. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ce qu'on appelle cette SRSS qui s'est passé ici, la réforme du secteur de sécurité. Mais on a donné amplement les raisons. D'abord, le nombre de soldats de l'armée n'était pas connu. Il y avait des soldats dans l'armée guinéenne qui étaient dans l'armée depuis 1950, ou 52 ou 53 et qui continuaient à être payés. Il y avait une indiscipline caractérisée au sein de l'armée. Il y avait une inflation de grades qu'on avait donnée aux soldats et le pays était en danger. Et je l'ai dit que c'est certainement une des réussites du président Alpha Condé d'avoir réussi cette réforme du secteur de sécurité qui a été d'ailleurs financée par les Nations Unies. Le secrétaire général à l'époque avait débloqué des fonds importants avec l'assistance du général Cissé qui est venu ici en tant qu'expert et qui a aidé le gouvernement guinéen à restructurer l'armée guinéenne. Et cette armée que nous avons aujourd'hui doit continuer sur cette restructuration
Et il était très important qu'on réussisse cette restructuration parce qu'on n'avait pas d'armée. Les soldats se comportaient... C'est bon, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon, monsieur le Premier ministre. Voilà. Concernant la commission d'enquête internationale, je voulais qu'on lève une équivoque. C'est la Guinée qui a demandé qu'on instaure une commission d'enquête internationale, ou bien c'est les Nations Unies qui ont demandé l'instauration d'une commission d'enquête internationale. J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Mais pour que cette question ne revienne pas encore aujourd'hui, et je crois qu'il faut qu'on ne revienne pas sur les mêmes questions, mais pour qu'elle ne revienne pas au cours de ce débat, je dis encore une fois que c'est à la demande du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général à l'époque, que cette commission internationale d'enquête est arrivée ici. Concernant les immunités, vous avez déclaré la fois dernière que les massacres qui se commettaient à travers le monde, ceux qui faisaient ces massacres se retranchaient derrière leur immunité pour ne pas être poursuivis. Mais désormais, on a dit qu'il faut lever le verrou d'immunité. Quand vous massacrez, vous devez être poursuivi. Je voulais vous demander, est-ce que le cas de Charles Taylor, ce n'est pas dans ce cadre? Qu'est-ce que cela a à voir avec ce débat? Ok. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire, vous avez déclaré ici qu'à l'aéroport, quand vous avez voulu voyager, parce que la CEDEAO vous a invité, vos passeports ont été saisis. Je veux savoir, est-ce que la CEDEAO s'était introduit dans la danse pour demander à ce que vos passeports soient restitués, sans que le président ne donne l'ordre que vous repreniez vos passeports? Non, nous n'avons pas, la CEDEAO n'a pas joué de rôle. Mes deux collègues qui étaient avec moi, qui avaient des relations personnelles avec le président du CNDD, c'est eux qui ont appelé le président du CNDD et la décision s'est passée entre eux. Ok. Vous avez déclaré ici que quand vous avez quitté chez Jean-Marie Doré pour partir au stade, vous avez été bloqué par un contingent à la tête duquel il y avait Kébro. Lorsque on vous a dit de ne pas manifester, est-ce que vous avez pensé à un seul instant qu'il y aurait eu un massacre de telle envergure? Mais non, à aucun moment on a pensé que le CNDD aurait pu envoyer des soldats au stade pour massacrer les populations. Nous n'avions pas du tout pensé à cela. Et on ne pouvait pas l'imaginer. Je pense que cela est constant. D'accord. Ma dernière question concernant le commandement. Est-ce que dans ce massacre, le président Dadis peut dire que lui, il n'était au courant de rien, alors qu'il était dans la chaîne du commandement, il était le commandant en chef? Le tribunal est au courant de beaucoup d'explications qui ont été données ici et qui ont été consignées. La responsabilité de commandement, évidemment, est au cœur du dispositif du statut de Rome. Le tribunal l'appréciera. D'accord, parce que si l'autre fois on a fait allusion à la structure de l'armée, on a dit au premier rang, il y a les hommes de rang, après les hommes de rang, les soldats, après les caporaux généraux, les caporaux chefs, après les adjudants chefs, après les aspirants, les sous-lieutenants, les lieutenants, les capitaines, le commandant, le lieutenant-colonel, le colonel, les officiers généraux, l'officier général de brigade, général de division, général de corps d'armée et à la fin, général d'armée. Vous pensez que tous ces militaires-là, au-dessus de la mêlée, il y a le commandant en chef. Donc, s'il y a eu le massacre, sa responsabilité ne peut pas être
écarté, n'est-ce pas, dans la logique du commandement militaire? Le tribunal appréciera cela. Je pense que Merci. cette question, elle est devant le tribunal. Monsieur le Président, je voudrais poser quelques petites questions à Son Excellence, à Monsieur le Premier ministre. Bien. Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais vous dire d'abord merci pour le combat titanesque que vous ne cessez de déployer pour que, enfin, la Guinée soit un pays démocratique, pour qu'il y ait une alternance démocratique et politique en Guinée. Vous et vos pairs, je voudrais vous dire grand merci. Monsieur le Premier ministre, dites-nous, trouvez-vous normal qu'un groupe de personnes s'empare du pouvoir par effraction et que ce même groupe de personnes vous interdise, vous, force vive, d'exercer un droit constitutionnel, la manifestation? Trouvez-vous cela normal? Vous savez que chaque fois qu'il y a des changements anticonstitutionnels, la communauté internationale œuvre toujours pour la restauration de l'ordre constitutionnel. C'est dans ce cadre-là que nous avons agi. Très bien. D'accord. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu des questions ici qui vous ont été posées, comme si vous étiez vous-même renvoyé devant ce tribunal criminel, alors que vous n'êtes qu'une victime. On vous demande même, on vous parle de complot. Est-ce que dans cette affaire tragique du 28 septembre, c'est l'affaire de complot qui vous intéresse? Est-ce que c'est la façon dont le CNDD a perdu le pouvoir qui vous intéresse? Ou bien c'est pourquoi les événements tragiques du 28 septembre? Je pense que nous avons répondu plusieurs fois à cette question. Oui, c'est intéressant, Excellence. Vous savez, la répétition enrichit la connaissance. Je me suis largement prononcé sur cette question de complot et j'ai dit que je laisse la responsabilité à ceux qui ont annoncé cette histoire de complot à laquelle moi personnellement je n'y crois guère. D'accord. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire à cette hypothèse, selon laquelle, si c'est le CNDD qui était là jusqu'à aujourd'hui, vous seriez aujourd'hui, vous et vos pairs, soit exilés, soit emprisonnés, vu que vous étiez indexé dans un rapport de commission d'enquête nationale comme étant principaux responsables du massacre du 28 septembre. Oui, en faisant de la fiction, on peut raisonnablement le penser. Très bien. Très bien. Très bien. Monsieur le Premier ministre, nous, partis civils, nos victimes, c'est vrai que ce n'est pas nous qui déclarons tel ou tel coupable, c'est le tribunal. Mais est-ce qu'on peut tenir responsable le membre du CNDD et son président de l'ensemble des atrocités commises le jour du 28 septembre et pendant les jours suivants? Est-ce que nous pouvons les tenir responsables de l'ensemble de ces atrocités? On ne les déclare pas coupables, mais nous, nous les tenons pour responsables de l'ensemble de ces atrocités, n'est-ce pas? C'est notre sentiment aussi. Très bien. Très bien. Très bien. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, c'est par quel moyen? Est-ce par téléphone? Est-ce par courrier? Est-ce par déclaration radio-télévisée que le CNDD vous a montré son opposition à ce que vous teniez votre meeting au stade du 28 septembre? Comment vous l'avez su? Nous n'avons pas été informés d'une opposition du CNDD. Nous ne nous sommes pas adressés au CNDD, nous sommes adressés aux autorités qui contrôlaient les lieux où nous devrions nous réunir. Nous ne sommes pas adressés au CNDD, puisque nous savions que la réponse était déjà connue.
Et toutes les différentes correspondances que vous leur avez adressées sont restées sans suite, n'est-ce pas? Oui. Très bien. D'accord. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, quand vous avez rencontré dans la matinée du 28 septembre, ce jour fatidique, quand vous avez rencontré le colonel Tchekoro, vous avez échangé avec lui pendant une dizaine de minutes ou 22 minutes. Est-ce qu'honnêtement, vous avez vu à lui, comme étant membre du CNDD, qui voulait que vous manifestiez librement, tranquillement, au lieu indiqué? Mais ce jour-là, le colonel Tchekoro ne voulait pas qu'on tienne notre meeting. Voilà. Il ne voulait pas que vous teniez votre meeting. Oui. Très bien. Très bien. Donc, de là, puisque son opposition a été soit tacite ou expresse, tout ce qui adviendrait au stade, on ne peut pas dire qu'il y en est étranger. On est d'accord? Parce qu'il s'opposait, ici opposé farouchement. M. Tchekoro étant dans le box des accusés, le tribunal tranchera cette question. D'accord. D'accord. Bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, parlons des circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur. Vous aviez dit ici que effectivement il y avait le colonel Tchekoro, il y avait Monsieur Marcel, il y avait le commandant Toumba, n'est-ce pas? Au stade? Non, à la clinique Pasteur. Non, pas à la clinique Pasteur, mais c'était plutôt Ambroise Paré. Ok, Ambroise Paré, autant pour moi. Très bien. Est-ce que ça ne vous dit rien de voir la présence d'un membre du gouvernement, de ministre d'État, M. Colonel Tchekoro, et que ce soit un sous-officier qui brandisse une arme, une grenade, pour faire sauter complètement la clinique, à sa présence? Ça ne vous dit rien? Et vous savez que ce jour-là, c'est le commandant Toumba qui nous a amenés à la clinique. Nous ne pouvions pas imaginer que d'autres soldats pouvaient nous suivre là-bas. Parce que cette destination n'était connue que de Toumba lui seul. Et ça veut dire que nous avons été suivis par le colonel et aussi Marcel à partir du stade et qu'ils ont suivi la voiture de Toumba. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont suivis et nous l'avons compris lorsque on a voulu nous introduire à l'intérieur de la clinique et qu'il y a eu opposition de la part de Marcel. Oui, mais Monsieur le Premier ministre, sur les lieux, on a bien noté la présence du colonel Tchekoro. Et que sur les lieux, il était non seulement un membre du gouvernement, un ministre d'État, le plus haut gradé. Ce qu'on ne comprend pas, pourquoi il n'a pas cherché à anéantir les menaces de M. Marcel. J'ai répondu à cette question la semaine dernière. Il a essayé timidement, mais franchement, il n'est pas allé loin. Il n'a pas usé de toute son autorité. Et Marcel, d'ailleurs, n'était pas dans les dispositions d'écouter quelqu'un. Donc, mais vous ne savez pas pourquoi il n'a pas tenu coûte que coûte à anéantir les agissements de M. Marcel. Vous n'avez pas su le pourquoi. Il a essayé timidement et puis il a laissé passer. L'autre a continué les menaces. Non, je ne connais pas les raisons. Voilà. Je vais vous en donner les raisons. C'est parce que simplement, M. Marcel était, après le président de DIS, le plus fort du membre du CNDD. Il n'avait de compte à rendre à personne, sauf au président, M. Dadis Camara. Oui, cela peut être possible. Non, la preuve est que, quand même, ils sont allés à l'abbé, la ville de Conakry a été confiée à M. Marcel. Question. Et savez-vous, Monsieur le Premier ministre, que si M. Marcel mettait quelqu'un en prison au camp, personne ne pouvait le faire sortir? Vous le savez-vous? Peut-être que c'est la raison pour laquelle il voulait nous amener nous aussi au cas Al-Fayer. Peut-être. Saviez-vous également que la mission d'éliminer physiquement l'ensemble des leaders
était confié à M. Marcel au stade du 28 septembre, vous le saviez? Je pense que, en tout cas, il y avait des intérêts à ce que tout cela se fasse de cette manière. On ne pourra jamais parcourir l'étendue d'atrocité de M. Marcel. C'est énorme, Monsieur le Premier ministre, c'est très énorme. Et je ne vous parlerai non plus des événements qui sont passés après le 3 décembre. Le carnage qu'il a commis dans la ville de Conakry, M. Marcel. Bien. Monsieur le Premier ministre, savez-vous pourquoi le professeur Alpha Condé n'a pas assisté à ce meeting gigantesque au stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai su son absence qu'après les événements. Okay. Parce que nous étions tous présents, je ne l'ai pas vu. C'est là où j'ai constaté que M. Alpha Condé n'était pas avec nous. Non, je vous informe, c'est parce qu'il était au courant que même sa mort était programmée. Ainsi que celle de tous les autres leaders, et les missions étaient réparties. Peut-être. Voilà. Et M. Marcel, notamment, avait la mission de s'occuper des leaders. La manière dont ils se sont acharnés sur nous indique clairement qu'on ne voulait pas de bien. On ne voulait pas du bien du tout. C'était vraiment une brutalité inouïe qui a été exercée sur nous ce jour-là. Et d'ailleurs, j'ai amené des photos avec la permission du président pour montrer au tribunal un certain nombre de victimes. Et quand vous regardez sur cette photo, si le président accepte que je lui donne une copie, vous avez sur cette photo, si je peux vous envoyer une copie, Monsieur le Président. L'interprète est là, il n'est pas là. Enfin, maître, aidez-nous à faire venir ces photos-là. Et aussi aux membres du tribunal et même aux avocats. Vous aimez aller trop vite en besoin. Pardon. Envoyez, envoyez. Oh, je vais donner une copie. Oui, mais on vous envoie les photos. C'est pas pourquoi vous aimez aller vite en besoin. Voilà. Il y en a encore pour les autres. Hein? Attendez. C'est bon, hein? Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur le Président, si vous regardez sur cette photo, vous verrez l'ampleur de la violence qui a été infligée ce jour-là aux leaders, à certains leaders. Il y a beaucoup d'autres leaders qui ont été blessés, mais vous avez sur cette photo au moins 6 acteurs principaux. Et comme vous verrez, chacun d'eux a des blessures graves sur la tête, parce qu'ils ont reçu des coups de crosse sur la tête. Et quand on sait le rôle de la tête sur l'organisme humain, vous pouvez vous imaginer que c'était des trucs qui pouvaient donner des traumatismes crâniens. Certes, vous verrez que moi j'ai été blessé au coude, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas reçu des coups sur la tête. J'ai reçu des coups violents sur la tête. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à la clinique Pasteur, le soir, au moment où notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré, nous faisait le récit des sévices qu'on lui a imposés, parlant de Marcel et des autres, Sidia s'est tourné vers moi, parce qu'il était avec moi à l'intérieur du stade lorsque j'ai reçu le violent coup sur la tête de Marcel. Il m'a dit, mon frère, vraiment, tu as une carapace sur la tête. J'ai pensé que ta tête allait éclater. Certes, moi je n'ai pas eu de blessure sur la tête, mais j'ai eu des douleurs intenses dans la tête, sur le crâne. Mais moi j'ai eu plutôt des blessures au coude. Ces photos montrent à suffisance, Monsieur le Président, que ce jour-là, il y a eu violence contre les leaders.
Ces photos montrent aussi que ce jour-là, nous pouvions être atteints de graves atteintes médicales, allant jusqu'au traumatisme crânien. Mais, Monsieur le Président, nous parlons de crimes ce jour-là. J'ai été, depuis avant-hier, j'étais très triste. Triste parce que je ne savais pas, comme je n'étais pas en Guinée, qu'une de nos militantes qui avait été l'objet de viol ce jour-là, n'avait pas le dossier, certainement que c'est dans votre dossier. J'ai appris seulement il y a 48 heures que cette personne était décédée parce que simplement, le lendemain du 28 septembre, le 29 septembre, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait le tour de toutes mes militantes qui avaient subi des sévices au stade. Je suis allé dans sa famille. Elle était mariée à un homme polygame. Quand nous sommes arrivés en plein jour, sa coépouse s'est levée et a commencé à parler. Ce que j'ai entendu ce jour-là, c'est ce que beaucoup d'autres femmes ont entendu. Elle disait, voilà ce qui est arrivé, voilà, c'est le reste des militaires. On a fait ce qu'on veut d'elle, il ne reste plus rien. Son mari était assis. Je ne savais pas où me mettre. Je suis allé vers elle pour essayer de la calmer. Elle n'a pas voulu. Celle-là subissait ce jour-là une double humiliation. Mais ce n'était pas tout, Monsieur le Président. Je viens d'apprendre que cette dame avait été infectée de VIH-Sida, que son mari aussi a été infecté et elle est décédée de suite de cette contamination, de même que son mari. Plusieurs femmes, Monsieur le Président, ont vécu ce genre d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit depuis avant-hier qu'il faut que justice soit rendue. Et je tenais à vous donner cette information parce qu'elle dénote clairement les conséquences de cette brutalité inexplicable de cette journée tragique. Voilà, Monsieur le Président. Question. Bien. C'est vraiment difficile à entendre. Bien. Monsieur le Premier ministre, vous avez certainement su que, suite aux événements du 28 septembre, c'est le pillage des domiciles des leaders qui s'en est suivi. Ça, vous l'avez su, n'est-ce pas? Je suis témoin de ce qui est arrivé sur Sidia, puisque je suis allé la nuit du 28 au 29, lorsqu'on nous a libérés. Et nous n'étions pas deux, nous étions avec le ministre Koutoubou. Nous avons constaté que le domicile de Sidia avait été saccagé. Nous l'avons constaté. Et j'ai appris après que et le domicile de Sidia et le domicile de Jean-Marie avaient été pillés également. D'ailleurs, nous l'avions appris avant de quitter la clinique. Mais j'ai vu chez Sidia. Pour Célou et Jean-Marie, je ne suis pas allé chez eux. Mais je peux confirmer pour Sidia Touré. Et je voudrais juste vous préciser que la façon dont... Bon, vous demandez si vous saviez que la façon dont ils ont pillé le domicile de Feu Jean-Marie Doré, c'était vraiment extraordinaire, c'était bizarre. Parce qu'ils l'ont fait avec haine, avec hargne. Parce que d'après eux, M. Jean-Marie Doré s'est soustrait d'eux, s'est joint aux autres pour faire perdre le pouvoir de ce que C.C. Raphaël avait dit ici. Question, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, avez-vous su que le domicile de M. Jean-Marie Doré a été pillé avec haine, avec hargne, plus que les autres domiciles de leaders? Oui, je le sais, parce que quand nous étions à la clinique, on a eu des informations que son domicile avait été saccagé. Et d'ailleurs, dans le récit que Jean-Marie même nous a fait à la clinique, il a été l'objet de sévices graves, parce qu'on le considérait comme un traître. Et c'est ce qu'il nous a dit. Là-bas, ils sont allés tirer sur les arbres, sur les poussins, sur tout ce qui bougeait. Je n'ai pas vu moi-même, je ne suis pas allé chez Jean-Marie Doré, mais j'ai appris que son domicile avait été saccagé, on a vu des photos. Bien. Puisque vous avez eu à côtoyer Feu Jean-Marie après les événements du 28, est-ce qu'il vous a parlé de la présence de Lilimo au stade du 28 septembre? Il l'a dit même, je crois, sur son PV, il a dit qu'il a vu des gens de Lilimo. Nous n'étions pas avec Jean-Marie parce que
Ce jour-là, j'ai vu Jean-Marie faire son entrée, mais je n'ai plus suivi le sort qui lui a été réservé. Nous l'avons seulement retrouvé sur l'esplanade. Il n'était pas avec nous au moment des supplices que nous avons subis. Bien. Monsieur le Premier ministre, pour finir, je veux poser une question par rapport au commandant Toumba. D'après tout ce qui s'est passé, si aujourd'hui on vous demandait de confirmer effectivement si M. Toumba était parti au stade pour sauver les leaders, allez-vous confirmer cette thèse ou l'infirmer? Franchement, j'ai répondu plusieurs fois à cette question qui est au cœur du débat devant ce tribunal. Je dirais encore une fois que si je regarde le modus operandi de ce jour-là, la manière dont Toumba est venu vers nous et la manière dont il nous a sauvés, comme je l'ai dit, de la fournaise du stade du 28 septembre, la manière dont il nous a amenés à la clinique pour nous soigner et la manière dont il nous a amenés à l'état-major, je considère d'ailleurs que c'était l'endroit qu'il avait estimé qu'il pouvait nous sécuriser. Certainement, c'est pour ça qu'il nous a amenés à la gendarmerie. Parce que si Toumba nous voulait du mal, il allait nous amener au camp Al-Fayha. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu nous déposer au PM3, qui était un lieu de détention connu, ou au CMS. Il ne l'a pas fait. Il a estimé certainement qu'on pouvait avoir la vie sauve à la gendarmerie. Et quand je vois le modus operandi de ce jour-là, franchement, je dirais que Toumba nous a sauvés. Je ne sais pas comment il est arrivé au stade, mais en tout cas, quand il est arrivé au stade, il n'a posé que des actes positifs à notre égard. Et ça, je le confirme. Très bien. Vous le confirmez pendant que M. Marcel se débattait comme un lion dans un couloir pour vous obtenir, pour vous déposer au camp et pour en découdre avec vous, n'est-ce pas? Il a dit clairement à la clinique Ambroise Paré qu'il fallait qu'on nous amène au camp Al-Fayha. C'était l'objet de la dispute entre lui et le commandant Toumba. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pas de questions pour les victimes, les parties civiles. Oui. Une nouvelle question maintenant. Merci, Monsieur le ministre. À la suite donc de mes collègues du parquet, je vais également vous poser quelques nouvelles questions. Alors, la première, selon vous, en tant qu'homme d'État, pourquoi le CNDD, à l'époque des faits, avançait des arguments pour vous faire porter la responsabilité des massacres survenus au stade du 28 septembre et environ? Mais naturellement, parce que le CNDD s'était rendu compte de la gravité des crimes qui avaient été commis. Le CNDD savait que la communauté internationale s'était saisie de cette question. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, des pays amis comme la France, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, le CNDD savait que les crimes qui avaient été commis, tout le monde faisait porter la responsabilité au CNDD. Donc pour eux, il fallait trouver des boucs émissaires et donc faire porter aux forces vives la responsabilité de cette tragique journée. Merci. Monsieur le ministre, après les massacres, le stade a été nettoyé. Les corps ont disparu. Les documents médicaux ont été subtilisés. Est-ce que, à votre avis, le CNDD avait l'envie que toute la lumière soit faite sur cette affaire? Je pense que ces éléments sont dans le dossier qui sont devant le tribunal et qui, si elles sont avérées, sont des preuves irréfutables de leur responsabilité. Monsieur le ministre, on vous a parlé à cette barre de remords entre vous, victimes, et ceux qui ont préparé ce massacre, qui l'ont planifié et qui l'ont mis à exécution. Entre ces deux parties, qui devait se reprocher, qui devait être reproché par le tribunal de sa conscience? Je pense que, je l'ai dit la semaine dernière, nous, on a le cœur meurtri quand on pense à ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, quand je faisais le récit de cette dame qui est
décédés à la suite de ce qui s'est passé au stade. Nous sommes tristes, mais le remords devrait venir de ceux qui ont donné l'ordre aux soldats d'aller massacrer les gens. Je pense que ce remords-là doit être manifesté par eux et ils doivent pouvoir le dire devant ce tribunal.